Les livres ont la parole. Imaginez un champ de bataille. La terre est lourde, imbibée de sang. Autour, des corps, des cris, des regards figés dans la peur. Et au milieu, un homme debout. Il ne tremble pas, il ne doute pas. Il avance. Dans sa main, une lance. Dans ses yeux, une certitude. Régner ou disparaître. Cet homme, ce n'est pas seulement un roi. C'est une force, une tempête, une volonté qui écrase tout sur son passage. Et c'est exactement ce que le trône d'ébène de Thomas Day nous fait ressentir. On ne lit pas ce livre, on le traverse, on entre dans une vie entière, celle de Shaka Zulu, ou Shaka Ilambe, un nom qui résonne encore comme un écho de guerre et de puissance. Ce livre commence là où tout commence vraiment pour chacun d'entre nous, dans la fragilité. Et pour Shaka, c'est un enfant rejeté, né en marge, méprisé parce qu'il n'aurait jamais dû exister. Et c'est là que tout se joue. Parce que Thomas Day montre avec force, c'est que Shaka ne naît pas grand, il se construit contre le monde. Chaque humiliation devient une pierre, chaque rejet devient une arme, chaque douleur une promesse. Puis vient le temps du guerrier. Le livre décrit avec précision cette transformation. Shaka apprend la guerre, mais surtout il la comprend. Il ne combat pas comme les autres, il observe, il analyse, il innove. En effet, il raccourcit les lances pour le corps à corps, il impose des formations disciplinées, il transforme des hommes en machines de guerre. Ce n'est plus seulement un combattant, c'est un stratège, c'est le stratège par excellence. Et c'est là que l'histoire bascule. Chacun ne se contente pas de survivre, il commence à dominer. Le roman montre comment, étape par étape, il prend le pouvoir, pas seulement par la force, mais par la vision, car il s'agit bien d'un visionnaire. Il comprend une chose essentielle, un peuple divisé est faible, mais un peuple uni devient une puissance dominante. Alors, il unifie, clan après clan, victoire après victoire, parfois par alliance, souvent par la guerre. Ce que le livre réussit particulièrement bien, c'est de montrer la mécanique de cette unification. Ce n'est pas un miracle, c'est un processus brutal. Des villages absorbés, des identités effacées, une culture qui se transforme, mais au bout, une nation. Une nation puissante. Le peuple zoulou devient une force organisée, redoutée, structurée qui fera même trembler l'Empire britannique. Et chacun n'est plus un chef. Il devient ainsi le centre du monde. Mais plus le royaume grandit, plus l'homme se fissure, et le livre insiste sur cette tension permanente, la grandeur extérieure et la fragilité intérieure. Car chacun n'est pas seulement un conquérant, c'est un homme hanté par son passé, par sa légitimité, par la peur de perdre ce qu'il a construit. Et puis arrivera le point de rupture, la mort de sa mère, la reine-mère, sa maman. Dans le livre, ce moment est traité comme une catastrophe intime. Pas de politique, pas de stratégie, intime. Car elle était la seule à le ramener à lui-même, la seule à voir l'enfant derrière le roi. Quand elle disparaît, tout bascule, il perd son équilibre. Et à partir de là, le livre change de ton. Le pouvoir devient extrême, les décisions deviennent irrationnelles, la violence devient excessive. Chacun ne gouverne plus, il impose et surtout, il s'isole. Le roman montre alors quelque chose de très fort. Un roi peut tout contrôler, sauf la peur qu'il inspire. Et cette peur finit toujours par se retourner. Alors s'il vous plaît, imaginez de nouveau, non plus un champ de bataille, mais un cercle fermé. Des regards qui n'osent plus soutenir le sien, des silences lourds, des proches qui deviennent méfiants, puis c'est le moment de la trahison, pas par des ennemis, mais par sa propre famille. Et en 1828, tout s'arrête.
Ce livre est puissant parce qu'il raconte tout. L'enfant rejeté, le guerrier, le stratège, le bâtisseur de nations et l'homme qui se perd dans ce qu'il a créé. Et si je reviens à cette première image, cet homme debout au milieu du chaos, seul, immobile, alors que tout s'effondre autour de lui, ce n'est pas seulement un roi, c'est un homme qui a tout donné, tout sacrifié pour exister. Une vie faite de lutte, de volonté, de conquête, mais aussi de solitude, de peur et de rupture. C'est là que ce livre vous saisit, parce qu'il ne vous laisse pas tranquille, il vous oblige à regarder cet homme autrement, à ressentir ce qu'il a gagné, mais surtout ce qu'il a perdu. Alors, oui, Le Trône d'Ébène est un roman, mais c'est surtout une expérience, une traversée, un face-à-face avec une destinée hors norme. Et quand vous refermez ce livre, quelque chose reste, une image, un malaise, une question qui ne vous lâche pas. Pour devenir quelqu'un, faut-il forcément perdre une part de soi ? Et cet enfant au début de l'histoire, a-t-il vraiment survécu ? Alors, s'il vous plaît, lisez ce livre, pas seulement pour découvrir un roi, mais pour comprendre un destin, parce que certaines histoires ne se racontent pas, elles se vivent, et celle-ci vous marquera. Parce que certains livres ne racontent pas seulement l'histoire d'un roi, ils nous montrent le prix d'un destin, souvent un destin cher payé.